Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière émission au cœur des territoires pour ce 60e Salon de l'agriculture. Nous sommes en public et en direct et aujourd'hui nous partons en Lorraine. C'est une terre chargée d'histoire et de brassage culturel marquée par des grands conflits et un patrimoine riche. 23 574 km², une des régions les plus boisées de France. À la frontière de 3 pays, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. La Lorraine, ce sont des vignobles, un savoir-faire dans le luxe, cristal, verre, céramique et lutherie, mais aussi une industrie qui a évolué, automobile, plasturgie, chimie verte. En Lorraine, une chose est certaine, vous serez forcément bien reçus et vous y mangerez très bien. La quiche lorraine, Mirabelle bien entendu, mais pas que, comme va nous l'expliquer notre chef, Mathias Rouver. Bonjour Mathias. Hello Stéphanie. Comment ça va? Ça va et toi? Bah bien. Alors, dernière recette de la semaine. C'est la dernière. Qu'est-ce qu'on mange en Lorraine de bon? Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une crème de carré de l'Est. Donc c'est un fromage typique de Lorraine. Et après, je vous ai fait surtout une roulade. Lorraine, donc en gros la roulade c'est un type de paupiette, donc c'est une viande qu'on roule et dedans j'ai mis de la moutarde, des oignons, du lard et j'ai ficelé tout ça. On va le faire rôtir un petit peu. On a une petite sauce à la bière avec un petit fond de volaille et a priori je pense que ça devrait bien se passer. Ça va être très bon. Combien de temps on les fait rôtir un petit peu Alors traditionnellement en principe ça se fait cuire et ça se fait mariner pendant 2-3 heures. D'accord. Là pour le coup j'ai pris un morceau de bavette, je vais juste les flasher histoire que ce soit un peu saignant, que ce soit pas trop sec. J'ai fait un petit remix mais a priori ça devrait bien se passer. Et bah parfait, ça a l'air très bon déjà comme ça. Bien sûr. Et ben on a hâte. À tout à l'heure Mathias, on laisse travailler. Merci. Allez, il est temps de retrouver nos invités de la Lorraine. À tout de suite, c'est Territoire d'Exception. Bonjour Bernard et lui, vous êtes président de la MSA Lorraine et Dominique Stub, vous êtes vice-président de la MSA Lorraine. On est ravis de vous avoir sur ce plateau, vous allez bien? Bonjour. Bien. En plus, vous n'êtes pas venus les mains vides. Comme je le disais, on sait recevoir et on sait se faire accueillir en Lorraine. Nous allons parler de la Lorraine. De manière globale, Dominique Stub, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Lorraine? Alors la Lorraine, c'est un territoire de 2 300 000 habitants, répartis sur 24 000 km², ce qui fait que c'est une zone essentiellement rurale, puisqu'on est à moins de 100 habitants au kilomètre carré. Ce qu'on peut dire également, c'est que ça fait partie de la région Grand Est, avec 3 frontières, donc le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne, avec des très gros mouvements de frontaliers, puisque rien qu'au Luxembourg, on a 96 000 frontaliers qui y travaillent. Donc voilà, c'est beaucoup d'échanges entre les régions. Voilà. Alors, ce qu'on peut également dire au niveau géologique, on a 2 grandes composantes, le plateau lorrain et le massif vosgien. Voilà. J'imagine que c'est un territoire très attractif au niveau touristique. Alors donc au niveau du tourisme, on va pouvoir définir plusieurs sortes de tourisme, par exemple industriel. Je vais citer 2 exemples parce qu'il y en a tellement d'autres. On peut parler de la confiserie des Hauts-de-Vosges, qui par exemple est l'usine qui reçoit le plus de visiteurs à l'année en France, avec 300 000 visiteurs, avec un programme d'investissement de 10 millions d'euros dans les 2 années qui viennent. Donc ensuite, on peut également citer les visites de la mine de sel de Varengéville, qui est la dernière mine de sel-gemme en France, encore ouverte. Autrement, bien sûr, il y a beaucoup les métiers d'art sur notre région. Alors, on ne peut pas ne pas citer l'Art Nouveau, qui est débuté vers les années 1900, avec des êtres comme Émile Gallet, Louis Majorel, Antonin Dôme, Jean Lamour, qui est donc le constructeur des grilles de la fabuleuse place Stanislas, des grilles dorées d'ailleurs, et cette place qui existe, la place Stanislas, qui existe depuis 1750, sous l'impulsion de Stanislas. On peut également citer une des grandes sociétés des Vosges, la lutherie de Mirecourt, avec son école d'ailleurs, qui existe depuis 1732. Autre grand nom des Vosges, c'est l'ameublement Liffol-le-Grand, avec sa spécialité des chaises Louis XV, qui demande 23 étapes de fabrication et qui est une référence mondiale dans la chaise de luxe, puisqu'elle a quand même alimenté l'hôtel Georges V, le Plaza Athénée, l'Opéra Garnier, rien que ça. Et également, c'est une référence pour Philippe Starck qui fait présenter ses modèles. On a bien sûr Mémoriel avec le conflit de la Première Guerre mondiale avec Verdun, avec Douaumont par exemple.
Donc où il y a eu quand même des centaines de milliers de morts pendant ce conflit. Sur le plan culturel, on a beaucoup d'éléments également avec le centre Pompidou à Metz. Naturellement, la place Stanislas que j'ai précédemment citée. On a aussi le thermalisme avec Vittel, Plombières-les-Bains, où les thermes remontent à l'époque romaine, qui est donc spécialiste dans les rhumatismes et qui est avec la construction sous l'impulsion de Napoléon Ier. Au niveau des loisirs, on a donc des grands lacs, donc Gérardmer, naturellement. Le Grand Pré, c'est le lac de retenue d'eau qui sert à refroidir la centrale de Cattenom en été quand il y a de l'étiage. C'est un lac artificiel qui contient 69 millions de mètres cubes. Voilà. Alors avec les domaines skiables, bien sûr, Gérardmer, la Bresse, le Honeck et compagnie. Vous dites ça à une Savoyarde quand même, hein, sur les domaines skiables, attention. Hein. Comment ? Je plaisante, vous dites ça à une Savoyarde pour les domaines skiables. Ah oui. Non, mais s'il y a de la pente, vous avez des bons skieurs. Voilà. Et puis bien sûr, sans oublier Baccarat, l'illustre usine de Baccarat qui est actuellement encore 700 salariés et qui est de renommée mondiale. Et puis sans oublier bien sûr les spécialités culinaires de la Lorraine. Alors on va en citer quelques-unes quand même. La quiche lorraine, qui faut savoir que la quiche lorraine est copiée dans toutes les régions de France. Le pâté lorrain naturellement. Alors le pâté lorrain, c'est une viande marinée dans une croûte de pâte feuilletée, naturellement. Ça a l'air bon, ça. Sans oublier, bien sûr, les Mirabelles, avec la tarte aux Mirabelles, en citant la maison de la Mirabelle à Roselière, qui est également productrice de whisky. Voilà. Donc voilà pour les éléments essentiels. Ensuite, on va parler un peu d'économie. Rapidement. Voilà, rapidement. Alors, je voulais quand même citer un riche passé industriel. Alors, on va aller vite. Hein. Donc, les faïenceries, la sidérurgie, le textile, les mines, notamment de charbon. Il faut savoir que la dernière mine de charbon a été fermée en 2004 en Lorraine. Et puis, actuellement, on a quand même des grands groupes comme Peugeot à Trémery, Renault à Bâti, et les bus Daimler à Lignan-Barrois. Et donc, sans oublier le poids du secteur agricole, je vais laisser la parole à Bernard Héluy, qui représente 55% de l'économie lorraine. Merci beaucoup, c'était assez exhaustif. On a très envie d'y aller du coup. Voilà. Merci. Bernard Héluy, l'agriculture, qu'est-ce qui se passe en agriculture en Lorraine ? Alors l'agriculture lorraine, c'est une Parlez bien dans le micro. Ouais. L'agriculture lorraine est une agriculture essentiellement de polyculture élevage, donc avec à peu près 50% de céréales oléagineux et 50% destinés vraiment à l'élevage, donc les vaches allaitantes, les vaches laitières. Surtout plus dans le sud de la Lorraine, où là on a un grand bassin de production laitière. Alors on a tous les grands groupes laitiers qui sont présents en Lorraine, que ce soit Lactalis, Savencia, les grands groupes coopératifs Sodial, des fois en association avec Savencia, puisqu'on les retrouve à moitié-moitié dans le capital, de Richemont, qui ont 2 usines en Lorraine aussi, et Sodial eux-mêmes, avec les fromageries de Blamont, dont on a un exemple de fromage, puisque la spécialité de la Lorraine, c'est déjà le Münster. Münster est enfiné souvent en Alsace, mais 90% de la production de Münster en blanc est bien origine lorraine. On est Du dans coup, on peut dire l'appellation. qu'il est lorrain, quoi. En gros, il est lorrain. On a décidé qu'il était lorrain, le Münster. Voilà, c'est comme ça. Ben, il est lorrain. Quels sont les autres fromages que vous produisez Alors, les autres fromages, il y a du brie, qui est fabriqué aussi par Hermitage, qui fabrique effectivement aussi du Münster, mais du brie. Il y a les carrés de l'Est, qui ressemblent à du camembert. C'est pas du camembert, puisque le camembert, c'est normand. Mais voilà. Il est encore mieux que le camembert, du coup. Bon, il est Hein très bon. Bah, En plus, oui. c'est Lorraine, notre signature. Donc voilà. On a toutes les gammes de fromages. On a de l'emmental, des raclettes. On a aussi des faisselles par le groupe Riant, qui est un petit peu excentré, mais qui est toujours en Lorraine sur Neufchâteau. Il y a une usine. Donc on a tous les grands groupes laitiers finalement. Et puis on a toutes les grandes marques qu'on entend par Lactalis avec les marques Président. Et puis Cœur de Lion chez Richemont. Tout le monde est représenté en Lorraine. Donc on a une grosse productivité de fromage en Lorraine. Et pas tellement de lait de grande consommation, plutôt du fromage. On le transforme. Vous êtes vous-même agriculteur ?
Moi, j'ai été agriculteur toute ma vie. Maintenant, je suis à la retraite, mais je suis encore dans l'exploitation de mon fils, qui est agriculteur, qui a repris l'exploitation. Et vous faisiez quoi? Eh bien, on faisait de la production essentiellement laitière, avec la production de lait cru, même, de production de lait cru, de fromage qui est vendu sous la marque Val de Weiss et fabriqué par les fromageries de Blainmont qui font partie du groupe Sodial. On parle un petit peu de la filière laine que vous mettez en avant aussi. Vous avez un projet de développement en Moselle, c'est ça? Je crois que vous... Alors, le projet de développement en Moselle, c'est un projet de développement de traitement de la laine de mouton. Parce que la Moselle, c'est le département de Lorrain qui a le plus de moutons. Et ils sont en train d'essayer de développer un projet sur la filière pour amener la laine de mouton. Elle est aujourd'hui travaillée à l'étranger, soit de l'Afrique, soit de l'Asie. Elle part, elle nous revient en produit fini. Donc ça serait l'idée, c'est de travailler chez nous la laine pour une meilleure valorisation et une production sur place, quoi. On parle un petit peu du vin, rapidement. Alors le vin, c'est quand même pas une trop grande production, mais c'est une production de plus de 200 hectares quand même. Alors essentiellement sur la vallée de la Moselle qui va de Toul à la frontière luxembourgeoise, puisqu'on retrouve le vignoble au Luxembourg. Donc c'est un vignoble qui se développe malgré tout et qui monte en qualité. Et en plus, le changement climatique nous aide. Parce que les raisins, ils aiment le soleil. Et en Lorraine, on a de plus en plus de soleil. Dites pas qu'il n'y a pas de soleil en Lorraine, sinon on a de plus en plus de soleil. De plus en plus de soleil en Lorraine. Degrés de température. Il faut des degrés de température. Et ça améliore la qualité. Et puis on a la Mirabelle aussi. On parle de la Mirabelle, on ne peut Mirabelle, pas se quitter sans la Mirabelle. Dominique vient d'en parler un petit peu parce qu'il a cité la maison de la Mirabelle. C'est vrai que la Mirabelle s'est beaucoup développée en Lorraine. On a une grande production et on a une production de fruits de bouche qui est à peu près la moitié sur le territoire français. Par contre, on est à 90% sur tout ce qui est Mirabelle transformé. Parce qu'on a aussi une grande coopérative de Mirabelle qui a beaucoup travaillé au développement. C'est Vega Fruits qui est à Saint-Nicolas-de-Port. Et c'est de là que s'est fait tout le développement autour de la Mirabelle. Et on a toujours des plantations, des jeunes qui replantent aujourd'hui des mirabelliers. Bernard, il est temps qu'on parle de la présence forestière, parce que ce sera aussi la seconde partie de notre émission. Beaucoup de forêts chez vous. Alors la forêt est très importante puisqu'on a la Lorraine, c'est la troisième région de France au niveau de la forêt. Et même 50% du département des Vosges est en forêt. Donc là, je vais laisser mes collègues en parler. Ils vont en parler dans quelques instants. Mieux que moi, la forêt. Merci beaucoup. Alors, vous imaginez, la Lorraine est bien présente au cœur de ce salon de l'agriculture. On est allé les voir, les Lorrains, ici à Paris. Regardez. Le Trou Lorrain, donc nous on est producteurs de Mirabelle en Lorraine, le pays de la Mirabelle. Et donc c'est un sorbet Mirabelle arrosé d'eau de vie de Mirabelle. C'est comme le Trou normand, on a fait le Trou Lorrain. C'est un fruit qui a été planté il y a longtemps en Lorraine. On fait de la bergamote aussi parce que c'est Stanislas qui avait ramené le parfum bergamote en Lorraine. On fait de la groseille avec des feuilles de menthe. On fait de la quetch aussi. C'est que des produits cosmétiques naturels à base d'ingrédients bio et locaux. Et on fait également des bougies parfumées aux senteurs locales. On a de l'huile de Mirabelle de Lorraine fait à partir des noyaux de Mirabelle. Le savon, à l'huile de Mirabelle également et à l'huile essentielle de bergamote parce que c'est connu aussi en Lorraine. Et une bougie spéciale aussi à la Mirabelle. Ça sent très très bon. Donc voilà, on fait découvrir en même temps les senteurs locales aux visiteurs. Donc c'est sympa. On a plein de beaux produits lorrains, surtout à base de Mirabelle. On va avoir la perdrix à base de jus de Mirabelle sans alcool. On a les Mirabelles séchées, les madeleines notre marque, des pâtés lorrains, de la bière et des spiritueux, whisky, eau de vie, voilà, tout lorrain. Mon produit préféré, c'est le perdrix. Ça change, c'est rafraîchissant, ça permet de passer une bonne journée.
Voilà, et un grand merci à Fanny, Joanne et Marion qui nous ont fait découvrir toute cette semaine à travers leurs images, leurs interviews et leurs montages, toutes ces régions au cœur du Salon de l'Agriculture. Bernard et Dominique, un grand merci pour cette présentation exhaustive de la Lorraine. Vous avez fait honneur à votre région. On passe du côté de la cuisine avec Mathias. On va voir comment se passe cette roulade. Qu'est-ce que vous en pensez? Mathias, comment ça se passe? Tout se passe impeccablement bien. J'ai fait chauffer ma petite crème de l'Est et surtout j'ai saisi mes petites roulades Lorraine et j'ai rajouté ma sauce. Donc comme je disais, la sauce, j'ai fait en gros on appelle ça un sofrito, c'est les Italiens qui disent ça, c'est céleri, carotte avec des oignons. On fait revenir un petit peu. Ensuite j'ai déglacé avec un petit peu de bière et j'ai rajouté du bouillon de veau dedans que j'ai fait réduire et des petites herbes aromatiques. A priori ça a l'air plutôt pas mal. Et tiens, petite question piège. En saveur, il faut qu'on s'attende à quoi du coup? En saveur? En bouche, ouais. Qu'est-ce En qui va bouche nous arriver? Une explosion? Une explosion. Oh. Allez. On va y aller Non, tout mais, le temps avec l'explosion quand même. Si on devait se rapprocher, je pense qu'en termes de sauce, on est assez proche d'une carbonade flamande justement, comme chez les Belges, ce goût de la bière qui est un petit peu réduit. C'est assez sympa, ça change du vin. En tout cas. Les invités à caisse, ça a l'air d'être assez juste. Bon, à tout à l'heure Mathias, À merci. tout à l'heure. Vous le savez, cette émission, c'est aussi l'occasion de découvrir des actions menées par les caisses de la MSA, c'est Territoire en action. Oui. Bonjour Didier Rivel, vous êtes responsable du service PRP. Bonjour Robert Dieudonné, vous êtes administrateur MSA Lorraine. Merci de nous avoir rejoints, messieurs. Pardon. Alors nous l'avons dit précédemment, 38% du territoire de la Lorraine est composé de forêts. L'opération que vous allez nous présenter aujourd'hui est en lien direct avec ces espaces. Ce sont des points de rencontre des secours en forêt. Robert Dieudonné, d'où est venue cette idée? Alors, je pense que l'idée, elle est venue de M. Didier Rivel. C'est vrai? Voilà. Alors je vais la commenter. Donc l'origine des points de rencontre des secours en forêt débute à l'issue de la tempête du mois de décembre 99, la tempête Lothar, qui a mis à bas une grande partie de la forêt lorraine. Il a fallu organiser un petit peu la gestion des chantiers et surtout la gestion de la sécurité. On sait que ce type de chantier qu'on appelle des chablis dans la profession, ce sont des chantiers à haut risque avec des accidents d'une extrême gravité. Et l'objectif, c'était de faciliter, de simplifier l'accès des secours sur les chantiers. Donc l'initiative de ces points de rencontre, on la doit à l'Office national des forêts en 1999. Ces dispositifs ont été maintenus pendant les 2 années qui ont suivi pour le temps de l'exploitation et ils ont été mis un petit peu en sommeil. Et en 2013, une opportunité a fait que nous avons accueilli un stagiaire pompier volontaire et l'idée nous était maintenue un petit peu dans les esprits. Et donc, on a mis en place ce dispositif, on l'a amélioré, puisqu'à l'origine, il était un peu plus simplifié, on va dire. On l'a d'abord amélioré et on a mis beaucoup de monde autour de la table, ce qui n'était pas forcément le cas dans la première phase du projet. On va venir plus précisément sur cette opération. Néanmoins, si c'est l'idée de Didier, Robert, est-ce que vous la trouvez plutôt bonne? Ah oui, bien sûr. Oui, on a participé déjà régionalement. L'idée, en fait, elle est assez simple. C'est vrai que les secours, généralement, mettent à peu près entre 12 et 15 minutes pour intervenir en milieu urbain. Et là, cette durée est doublée, pratiquement entre 25 et 30 minutes. Donc, avec surtout une problématique de localiser l'endroit où il y a eu l'accident ou la proximité de l'endroit. Donc c'était le but premier, c'est bien sûr c'est pour les professionnels, mais aujourd'hui c'est accessible à tout public, il n'y a pas de souci, c'est gratuit, l'application, etc. Mais voilà, ce sont des points précis, un maillage à peu près tous les 8 km, mais selon aussi les configurations géographiques, selon les chemins d'accès, puisqu'il faut quand même que le secours puisse acheminer une ambulance, 2 véhicules d'un côté de l'autre, qui est normalement aussi les réseaux de téléphonie accessibles. Donc c'est une combinaison de points. Bien sûr, on disait, les précurseurs sont l'ONF, puisque la forêt lorraine est à peu près plus de 60% de forêt publique, donc domaniale et communale. Donc on a dont le gestionnaire principal est l'ONF. Donc voilà, et qui permet aussi Et ensuite,
Fort de ça, donc on a abouti, je crois, Didier se doit en 2016 à la géographie un petit peu de ces points, il me semble. Et moi, étant élu entrepreneur des territoires, représentant des entreprises forestiers au niveau national, j'ai pensé que c'était pouvoir porter ça au niveau national. Alors par le biais de France Bois Forêt. France Bois Forêt, c'est qui finance beaucoup d'actions et dont celle-là a été retenue. Et aujourd'hui, elle perdure encore. Aujourd'hui, ça représente à peu près 22 000 points de rencontre au niveau national. Et c'est toujours en cours. Et donc, c'est une application gratuite. Et elle est utile, bien sûr, d'abord pour les professionnels, mais pour tout le public qui fréquente la forêt. Et donc, j'invite et ici, ceux qui entendent, c'est tout simplement, c'est très simple. C'est Google Play. Vous tapez tout point de rencontre de secours en forêt. Il ne faut pas oublier le secours parce qu'on aurait d'autres rencontres. Et voilà, donc, vous avez juste un menu déroulant, etc. Et c'est gratuit. Et on tient ce que c'est gratuit. On va la voir tout à l'heure, l'application. J'aimerais revenir sur cet alignement de planètes qu'il faut réunir, j'ai l'impression, pour pouvoir obtenir une opération qui vous permette de mettre en sécurité à la fois les pros et bien sûr les personnes qui se promènent et qui profitent juste de la forêt. Comment vous avez fait ? Alors, en règle générale, dans les métiers de la prévention des risques professionnels, lorsqu'on aborde des sujets de sécurité proprement dites, on a beaucoup de mal à mettre du monde autour de la table. Par contre, là, en l'occurrence, dès l'instant où on a parlé d'améliorer un peu l'efficacité et l'efficience des secours en forêt, ça a fait l'unanimité. Donc, on a mis autour de la table, presque sur un claquement de doigts, et ça a été plutôt déjà une situation très encourageante pour la suite. On a mis autour de la table les représentants de la forêt publique et privée, ce qui était déjà en soi presque un exploit. Et puis on a mis aussi autour de la table les représentants de la profession. Et puis le petit plus, ça a été effectivement, c'était de mettre autour de la table les services départementaux d'intervention des secours, départementaux, parce que c'était eux les premiers concernés, c'était aussi eux qui étaient quelque part un peu en demande. Comme le soulignait Robert, c'est que effectivement les temps d'intervention en forêt, on les multiplie par 2, voire par 3, en fonction des situations géographiques par rapport à une zone urbaine. Donc cette première étape, elle a été franchie avec succès. Et le cahier des charges aujourd'hui qui est disponible sur les points de rencontre a été décidé par ce comité de pilotage avec les exigences des SDIS. Parce que bien évidemment, étant les premiers concernés, il fallait prendre un petit peu leur doléance en compte dans l'établissement de ce cahier des charges. Vous avez des exemples de choses qui sont indispensables pour que ça fonctionne pour le SDIS ? Alors, pour reprendre un petit peu ce que Robert a dit précédemment, la première notion, c'est le réseau téléphonique. Oui. Il faut qu'on soit en capacité de capter au minimum le 112. Ça, c'est la première chose, sachant que globalement, alors suivant certaines estimations, mais la forêt française, on a un gros pourcentage quand même de zones blanches, donc sans couverture téléphonique. L'objectif, c'était d'identifier ces points de rencontre dans des zones déjà où on a un réseau. La deuxième notion qui a été retenue et qui a été sollicitée par les SDIS, c'était de pouvoir garer plusieurs véhicules, parce qu'en fonction de la gravité des interventions, on peut avoir besoin bien sûr des pompiers, mais également des SMUR. Et là aussi, l'idée de pouvoir garer plusieurs véhicules était aussi une exigence pour prendre en compte la notion de circulation, parce qu'on a effectivement des chemins forestiers, mais on a quelquefois des départementales ou des routes à grande affluence, et la région parisienne en est un exemple, où on a beaucoup de circulation. Donc l'idée, c'était de pouvoir garer des véhicules sans créer un suraccident, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis surtout aussi une communication vis-à-vis de ces points de rencontre, parce que bien évidemment l'existence de ces points de rencontre n'est valable que si elle est connue de tous, et en l'occurrence des forestiers au départ. Et puis aujourd'hui on travaille de plus en plus avec les usagers que je vais qualifier d'usagers de loisirs pour les forêts, donc comme les chasseurs, voilà, comme les forêts, comme les chasseurs, et puis les sportifs, les promeneurs, les chercheurs de champignons, etc. Voilà. Concrètement, qu'est-ce qu'on risque
Qu'est-ce qu'on risque comme accident? C'est quoi que vous visez? Alors bien sûr, les professionnels, on imagine qu'il y a beaucoup de bûcherons, de coupes. Là-dessus, Alors les accidents, les sources d'accidents, alors chez les professionnels aujourd'hui, c'est actuellement parce qu'on vit aussi, la forêt vit des heures un peu difficiles compte tenu des aléas climatiques. Les sources d'accidents aujourd'hui, ce sont les chutes de branches pendant les phases d'exploitation. Une branche qui chute d'une certaine hauteur, même si elle est petite, peut faire beaucoup de dégâts sur une personne. C'est ce qui nous a malheureusement valu ce type de situation. 4 décès en forêt en 2018. Et aujourd'hui encore, on a encore des accidents d'un certain niveau de gravité. Donc chez les forestiers, c'est plutôt cette situation-là. Les accidents de coupure, on en a de moins en moins parce que là aussi, il y a eu des évolutions dans la réglementation. C'est que tout le monde porte des équipements de protection individuelle. Pour autant, le risque zéro n'existe pas, mais globalement, on a évité les coupures, sachant que les coupures avec des tronçonneuses sont des accidents particulièrement graves. Si elles ne concernent plus les forestiers professionnels, ou très peu en tous les cas, à la marge, elles concernent malgré tout ce qu'on appelle les affouagistes. Donc là aussi, on a des particuliers qui vont en forêt, dans les communes notamment, qui vont faire leur bois de chauffage. Et là, pour eux, effectivement, il y a encore quelques accidents d'un certain niveau de gravité. Et puis, pour l'essentiel des usagers, ça peut être des défaillances cardiaques, ça peut arriver à tous, à l'occasion d'un footing ou autre. Et puis, ça peut être tout simplement des chutes où la personne ne peut plus se déplacer et on va mettre en œuvre le dispositif de secours. On va revoir, justement, on a fait quelques captures d'écran de l'application dont vous nous parliez, Robert, qui est simple, du coup, à télécharger forcément dès qu'on a envie d'aller en forêt. Tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, voilà, il y a une image qui apparaît. Je crois alors, ce qu'il faut savoir, on n'a pas tout à fait dit au départ, c'est l'appellation du point de secours. Point de secours qui est connu des SDIS. C'est ça l'articulation principale. C'est que savoir, dès qu'il y a un déclenchement, savoir où le SDIS doit se rendre. Voilà, donc vous voyez par exemple, là on a le 54 13 90. Le 54 13 90, il va dire précisément le lieu où les secours doivent se rendre. Alors deux choses, soit le blessé est à proximité de ce point de rencontre, soit on accompagne les secours vers le blessé. Et donc c'est bien précis. Les risques également, donc, voir les Didier, bien sûr, il y a les chutes, il y a beaucoup de risques en forêt, de risques que l'on rencontre. Nous, dans les Hauts-de-Vosges, par exemple, on a beaucoup de chutes de promeneurs, parce que des chemins rocailleux, etc. Voilà. Dites-moi. Je crois que vous avez une autre opération de sécurisation également, dont vous vouliez nous parler très rapidement. Il s'agit de plaques, c'est ça? La protection du travailleur isolé, c'est ça que je crois, oui. Alors, sur les plaques, alors on sort du domaine forestier, on revient sur un domaine plus agricole. Effectivement, une préoccupation, c'est les chutes de hauteur, et plus particulièrement des toitures en fibrociment. Et donc, la MSA Lorraine, elle est à l'initiative d'une démarche, j'allais dire, unique en France pour le moment, compte tenu du nombre, mais elle est probablement pratiquée dans d'autres. Quand vous proposez quelque chose, donc je ne me fais pas de soucis. Et donc, on a mis à disposition des kits qui s'appellent des kits Sécuriplaque, qui sont à disposition des bénéficiaires, des utilisateurs. Ces kits sont mis à disposition gracieusement. Et la seule exigence qui a été formulée par le conseil d'administration et bien évidemment appuyée par les préventeurs que je représente, il faut simplement que les gens suivent une petite formation pratique de 2 heures, 2 heures et demie. Alors pourquoi ce dispositif a été mis en place? Parce qu'on est dans un contexte très particulier. On a des toitures qui vieillissent et beaucoup d'interventions pour colmater des fuites, des choses comme ça, sans aucune précaution ou en tous les cas des solutions quelquefois qui sont loin d'être satisfaisantes. Et le résultat de ces opérations, on a enregistré 13 décès par chute de hauteur, plus des accidents, un certain nombre d'accidents avec des niveaux de gravité relativement élevés. Voilà l'explication du Sécuriplaque en Lorraine. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour ces 2 belles opérations. Je vous propose de terminer nos échanges en cuisine. Ça sent bon? Vous sentez comment ça sent bon? Oui. Allez, on va aller voir Mathias. Et puis, simplement, juste avant de nous quitter, nous avons un dernier spot à vous montrer qui met en valeur l'engagement et les actions des délégués MSA. Bonjour. Merci docteur, à bientôt. Au revoir monsieur, à bientôt. Je reprends rendez-vous? Oui
dans un mois. Au revoir. Pensez bien à vos résultats la prochaine fois. D'accord. Merci, docteur. C'est bon, on y va? Grâce à Françoise, déléguée MSA, René peut se rendre en voiture à chacun de ses rendez-vous médicaux et continuer à profiter de la vie. Les délégués MSA, engagés sur les territoires. Allez, il est temps de passer en cuisine, goûter cette roulade que nous a préparée Mathias. Tous en cuisine. Je vous en prie, messieurs, passez du côté de la cuisine. Allez-y, passez du côté de la cuisine, mettez-vous à côté du chef, on va aller goûter, on est plus près. Alors Mathias. Eh ben, on arrive à la fin. J'en ai déjà dressé d'avance, mais alors du coup, pour vous résumer un petit peu, j'ai ma petite crème de carré de lait que j'ai mis dans une petite pipette. Je l'ai étalée un petit peu pour faire une petite décoration. On a notre roulade, du coup, Lorraine, où on a mis de la moutarde. Au lieu de mettre des oignons crus, j'ai mis une compotée d'oignons. Donc j'ai fait revenir un petit peu les oignons avant. J'ai mis du lard. J'ai roulé tout ça, on l'a ficelé, on l'a fait cuire. C'est encore assez rouge, c'est pas mal. Ça me paraît très bien cuit. Et ensuite, on a notre petite sauce, du coup, faite à base d'aromates, de sofrito, donc on disait céleri, carottes, oignons, et puis après de la bière et du jus du fond de veau. Hop, voilà, on est bon. On a nos petites chips de topinambour. Ça c'est sympa, ça apporte un peu de croustille. Puis c'est joli pour la décoration. Hop. Et ensuite un petit peu de cerfeuil par-dessus, un peu de fleur de sel, et puis je crois qu'on est bon. Hop. Ça vous inspire quoi, Bernard et Dominique? Parlez dans le micro. Il est allumé, vous inquiétez pas. Ça nous inspire que c'est déjà une belle présentation. Donc c'est déjà une bonne chose parce que quand c'est bien présenté, ça donne envie de manger, ça donne envie de goûter. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose. Une bonne chose. Dominique, vous faites ça tous les dimanches, oui, effectivement, l'aspect donne toujours envie. Hein. On mange toujours souvent avec les yeux, donc là, ça donne vraiment envie. Donc je pense que c'est vraiment réussi, la présentation est belle. Et on a l'impression que, comme il y a beaucoup d'ingrédients, je pense que c'est très goûteux. J'espère que ce sera aussi beau que bon. Bon, on espère aussi. Hein. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus de Lorraine pour nous voir. Un grand merci, Mathias. C'était la dernière. Plaisir. Merci pour nous avoir régalé toute cette semaine. C'est un plaisir, encore une fois. C'était un plaisir. À l'année prochaine, peut-être. Ah ben, j'espère, avec un grand plaisir. Un grand merci à toute l'équipe de la MSA pour leur confiance et leur gentillesse. On est vraiment honorés à chaque fois d'être ici, présents au salon. Et puis, eh bien, on va suivre notre caméraman, Johan, qui va vous montrer ce qu'on ne montre pas d'habitude. Eh bien, c'est toute l'équipe qu'il faut pour réaliser une telle émission. Johan, je vais demander à Laurent de suivre la caméra de Johan. Eh oui, on vient vous voir. Vous allez voir le nombre de personnes qu'on est capable de mettre en régie pour réaliser une telle émission. Ils sont restés dans l'ombre toute la semaine. Je vais demander aux personnes présentes de les applaudir. Voilà. Jamais sans eux, les émissions n'auraient pu se faire. Ne manquez pas la suite de ces émissions. C'est à 14h avec le débat Acteurs Publics Solutions. Salut à tous et un grand merci de nous avoir suivis.